Est-ce que vous pourriez nous donner de quelques exemples de travaux qui vont être étudiés en parapsychologie dans des conditions contrôlées? Ce que j'ai fait récemment avec des collègues, on a travaillé pendant 4 ans et on a publié chez Duno un grand manuel de parapsychologie scientifique. Et dans ce grand manuel qui fait 650 pages, on détaille l'état des données empiriques en faisant appel à des spécialistes français ou américains et les théories et puis toutes les extensions qu'il peut avoir autour de ça. Ce qu'on vient montrer, c'est que sur les perceptions sensorielles, il y a vraiment beaucoup de travaux. Alors, il y a ce qu'on appelle des paradigmes expérimentaux, c'est-à-dire il y a des choses qui sont à la mode, des façons de tester la chose qui pendant 20, 30 ans vont être utilisées par plein de chercheurs et qui montrent assez bons résultats, puis parfois la mode change et on passe à un autre dispositif. Des choses qui ont très bien fonctionné, ça a été beaucoup d'associer des états non ordinaires de conscience, plus ou moins légers ou lourds, avec ces expériences. On se rend compte que, par exemple, le rêve, qui est un état dans lequel on va tous baigner à un moment ou à un autre, facilite les rêves prémonitoires, les rêves télépathiques. Et donc on met en place des expériences où les gens rêvent, racontent leurs rêves. Ensuite, on va prendre par exemple un ordinateur, on lui demande de choisir quelle était la cible du rêve. Donc dans l'après-coup, personne ne pouvait le savoir avant. Et on voit, c'est une corrélation entre le rêve qui a été raconté, dessiné, enregistré, et la cible. Donc ça a pu être fait, c'est publié, les résultats sont toujours aussi bons depuis 40, 50 ans. Vous avez d'autres choses, parce que rêver toute une nuit, et puis c'est un peu, on va pas avoir un super rêve toutes les nuits, on a des choses qui permettent de faire plus d'essais, comme le Ganzfeld. C'est un dispositif de déprivation sensorielle, on est un peu coupé du monde, on est super relaxé, et on ne dort pas, mais on est dans ce qu'on appelle l'hypnagogie. On a nos pensées qui diffusent, et on a plein d'images qui nous viennent, on est beaucoup éloigné du bruit ambiant, voilà. Donc on se concentre sur ce qu'on vit à l'intérieur. Et dans cet état-là, pareil, on sait que ça favorise les perceptions extrasensorielles, donc même chose, on demande une cible, l'ordinateur choisit une cible, et on vérifie entre nos pensées, ce qu'on a raconté, et la cible qui a été choisie par l'ordinateur. Ça, depuis les années 80, on reproduit, très bons résultats, euh, voilà. Et puis, la nouvelle mode, ça va être plutôt de dire, bon, on va utiliser des tests de psychologie très classiques, genre l'effet d'amorçage, le priming. Donc, je vous donne une information, puis je vous donne une autre information. S'il y a une congruence entre les deux informations, vous allez plus facilement réagir. S'il y a une incongruence, vous allez plus galérer. Et là, on fait ça en inversant l'ordre des tâches, c'est-à-dire que la deuxième information vous est donnée après que vous ayez fait votre choix. Donc on crée une congruence ou une incongruence, mais avec un paradoxe temporel. Bon, bah ça, depuis les années 2000, c'est le paradigme qui est en tête et qui a fait l'objet aussi de plein de réplications, des méta-analyses depuis 2015, avec toujours des résultats. Donc on est toujours à tester comment des gens ont des cognitions anomales, ont des connaissances dont on comprend pas d'où ils les tirent parce que ils n'ont pas des sources directes donnant ces informations. On utilise des états non ordinaires différents, par exemple sur le rétro-priming, vous avez pas du tout de rêve ou d'hypnagogie, vous faites ça juste face à votre ordinateur, un étudiant, il fait 100 essais en 1 heure, voilà quoi. Donc il y a plus de données, c'est plus fiable aussi d'une certaine façon, ça demande moins de sensibilité par rapport à tout ça, et les résultats s'accumulent. Donc ça fonctionne assez bien, c'est assez étayé, il y a toujours des discussions, moi je suis en fait, mon opinion, c'est que les exigences scientifiques sont toujours en train d'évoluer et que parfois, quand on amène un type de preuve, on dit OK, mais en fait, on voudrait changer la façon de calculer les statistiques, changer la méthodologie, il y aurait ça, et on pinaille, et c'est très bien qu'on pinaille parce qu'on veut vraiment être sûr, et donc ça repousse toujours un peu plus loin la conclusion. Il y a des domaines qui galèrent un peu davantage, et notamment tout ce qui va être l'influence de l'esprit sur la matière. Il y a aussi plein de recherches depuis une centaine d'années, il y a plein de données publiées, les modèles sont, il y a moins de données positives, on est moins sûr de ce qu'on a sous la main, on comprend pas non plus ce qui se passe à ce niveau-là, on va parler de perturbations anomales, voilà. N'empêche qu'il y a des très bonnes recherches, assez bien conduites, et que c'est absolument pas fini, et que ça nous éclaire aussi peut-être sur les limites de l'approche scientifique, et des choses comme ça.